Notre travail à nous, c'est vraiment un accompagnement au quotidien du jeune, de un, dans sa scolarité, vu que c'est quand même l'élément phare ici de notre projet pédagogique, c'est la scolarité à l'extérieur. Mais il y a également la volonté de réinsérer le jeune dans le milieu familial. Donc il y a tout ce travail en aval aussi avec la famille, avec l'équipe PMS aussi, bien sûr, assistant social, psychologue. Oui, c'est vraiment un accompagnement psycho-éducatif. Soit on continue ou bien on fait vraiment état de la situation. Il y a des choses qui ont été mises en place avant, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. C'est vraiment un travail pluridisciplinaire. On est assistant social, infirmière, psychologue. On transite alentour du jeune, dans l'intérêt du jeune, avec ses besoins, ses capacités, ses forces, ses faiblesses. C'est un peu notre travail au quotidien. On tenant compte aussi du recadrage au niveau de la loi qui est fait, parce que voilà, les jeunes, comme dit Desirée, et c'est qualifié d'infraction. Donc nous, voilà, il y a tout ce travail de rappel de la règle aussi, des lois et des règles en société. Donc c'est important aussi au quotidien dans notre manière de fonctionner, de se montrer assez cadrant aussi. En milieu ouvert, on peut avoir des primo-délinquants donc, qui ont commis leur premier fait. On peut avoir des jeunes qui ont déjà commis des faits, qui ont déjà eu un parcours en milieu fermé et qui reviennent chez nous parce que la réinsertion en famille n'est pas possible pour le moment. Le panel de faits de délinquance peut être très large. Ça peut être du vol, ça peut être du trafic de stupéfiants, ça peut être des faits de mœurs, des faits beaucoup plus graves. Ça peut aller des fois jusqu'à des meurtres ou quoi que ce soit, mais alors ça passe par le milieu fermé dans un premier temps avant d'arriver chez nous en deuxième ligne, quoi. Maintenant, Jumet fait partie de ce qu'on appelle un continuum pédagogique. Il y a vraiment cette refonte au niveau du travail qui se fait dans les IPJ. En principe et en théorie, je veux dire, les jeunes qui commettent des faits qualifiés d'infraction passent par l'IPJ de Saint-Hubert et ils ont tout un diagnostic qui se fait et puis il y a un dispatching par rapport à la situation du jeune, à son projet, à la situation qui est nécessaire. Soit il est en éducation extramuros comme la nôtre, soit éducation intramuros, et tout se fait là, ou bien un centre fermé, ça dépend parce que le diagnostic peut se faire en ouvert comme au milieu fermé. Et donc nous, on rentre dans cette continuité-là où soit on reçoit un jeune, comme dit Dominique, en cours de route parce qu'il n'a pas respecté les conditions qui ont été mises en place par le juge, ou soit il n'a jamais connu les IPJ parce qu'il y a eu d'autres choses mises en place et donc il fait un peu escale chez nous. On doit continuer ou prendre les choses tout à fait à zéro, quoi. On est clairement dans de l'aide contrainte. C'est pas comme les AMO où le jeune se présente avec ces deux différentes demandes. Et dans cette aide contrainte, comme dit Dominique, c'est que justement il y a un travail de remise en question aussi vis-à-vis des victimes, vis-à-vis de l'acte qu'il a peut-être commis. Donc tout ça, c'est un travail de longue haleine. Ce sont des placements chez nous qui est de 3 mois renouvelables. Et qui est tenu la scolarité, c'est déjà arrivé qu'un jeune fasse l'année scolaire complète chez nous. Et le week-end, il y a cette réinsertion familiale où ils rentrent chez eux samedi, du vendredi au dimanche. Ça, c'est de manière générale. On commence d'abord par une autonomie, le samedi ou le dimanche, puis une nuit, et après du vendredi au dimanche. Tout ça sous réserve d'approbation du juge de jeunesse, sous réserve de sa situation aussi et sa situation familiale. Donc il y a des petits détails qui fait qu'on affine ce genre de choses. Et après, il y a les congés scolaires aussi. Donc voilà, c'est ça qui est... On jongle comme ça, comme c'est déjà arrivé qu'on dise aux jeunes, on met entre parenthèses la scolarité parce qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Donc voilà. Le travail d'éducateur est vraiment soumis à beaucoup d'adaptations. Et le travail de l'équipe d'ailleurs aussi. Je veux dire, on est tous concernés par cette... Il y a une étroite collaboration avec les écoles aussi, qui nous préviennent dès qu'il y a le moindre souci avec un jeune. C'est pour ça que de temps en temps, on peut prendre la décision de ne pas mettre un jeune pendant quelques jours à l'école afin d'effectuer un recadrage ici dans l'IPPJ. C'est le côté plus cadrant de notre travail et tout ce qu'il y a sur le côté aussi, comme les fouilles ou quoi que ce soit, ça fait partie de notre quotidien. Parce que comparativement au milieu fermé, nos jeunes sortent tous les jours, quasiment pour aller à l'école. Donc il y a toujours ce risque de revenir avec des choses qui sont illicites et qu'ils ne peuvent pas avoir ici. C'est le côté un peu plus contraignant de notre travail, c'est devoir toujours avoir un œil sur leurs affaires, sur ce qu'ils peuvent ramener
des jeunes qui en profitent pour ramener des produits stupéfiants ou des choses qu'ils ne peuvent pas avoir ici. Donc, la prise en charge en matinée, c'est des formateurs qui prennent les jeunes en charge, ceux qui sont ici à l'UPPJ. Les autres jeunes, eux, sont scolarisés dans les écoles des environs. Il y a des jeunes qui vont à l'école ici dans la région de Charleroi, mais on a également des jeunes qui vont à l'école à Nivelles, voire même à Bruxelles, donc suivant leur situation. C'est une des particularités de notre projet pédagogique. Notre projet pédagogique, justement, vise une réinsertion scolaire, mais extramuros. Mais c'est deux sections de 11 jeunes qui partent tous au matin à l'école. Donc il y a un grand départ. Et le reste est géré par 2 formateurs scolaires, un dans chaque section. Quand le jeune arrive, il est pris en charge par les éducateurs qui sont présents ce jour-là sur place. Mais ensuite, le jeune, dans les 15 jours de son placement, a la possibilité de choisir un éducateur référent, un éducateur avec qui il sent qu'il y a des affinités, avec qui il sent qu'il peut faire un bout de chemin dans l'élaboration de son projet. Et donc l'éducateur référent a une place importante dans le projet du jeune, c'est-à-dire visite de famille, visite aux écoles, contact fréquent avec la famille pour voir comment ça se passe, les retours en congé ou quoi que ce soit. Le contact familial s'effectue d'abord avec la psychologue et l'assistante sociale, qui font vraiment état général de la situation. Et c'est là qu'on rentre en ligne de compte l'éducateur référent. C'est que dans une deuxième étape, l'éducateur référent va aussi rencontrer la famille avec un membre du PMS pour continuer le travail, parce qu'on est vraiment dans une situation où on doit recréer du lien en famille ou bien réfléchir à ce qui ne s'est pas passé convenablement en famille. Donc voilà, on doit continuer quelque chose du moins. Et donc là, le lien en famille est très important. Et il faut aussi montrer qu'on peut soutenir la famille. Et ça se passe par différents biais. Le fait de téléphoner chaque dimanche soir après le congé du jeune montre qu'on est soucieux de leur situation familiale. On les soutient et on est à l'écoute de ce qui pourrait se passer bien comme mauvais. Parce qu'il y a des situations où tout se passe bien. Il n'y a pas que du négatif. Notre assistante sociale est en contact régulier avec aussi les familles, comme notre psychologue. Je veux dire, on maintient quand même un lien régulier. Et en plus, maintenant, avec la technologie, avec les mails, ça va très vite. Donc, que ce soit par le téléphone ou par Internet, les familles peuvent nous interpeller à tout moment. Ça ne s'est pas passé avec un jeune, mais ça s'est passé avec tout le groupe. Ça a été une émeute. Il y a eu lieu, on travaillait ensemble le lendemain. J'allais en parler, ouais, tout à fait. Comment c'est une émeute qui a éclaté ici il y a déjà un bon paquet d'années. C'était 2 jeunes qui sont rentrés après le départ des éducateurs. Donc ils ont attendu que les éducateurs partent à 22h pour revenir, sous influence. Et ils ont incité les autres jeunes à sortir de leur chambre et à tout casser, quoi. Et donc là, vous avez 3 surveillants de nuit qui ont pensé à leur santé d'abord et qui se sont enfermés dans leur local et qui ont assisté à ces jeunes qui sont sortis de leur chambre, ont pris des extincteurs, qui ont commencé à tout casser. Et je me souviens parce que ce jour-là, j'ai été rappelé à 23h, j'étais chez moi, à 23h, elle m'a rappelé, on m'a dit « il faut que tu reviennes parce que voilà, il y a une émeute en cours ». Je suis arrivé, il y avait des combis de police, c'était dans tous les sens. Je travaillais le lendemain matin avec Mohamed qui est arrivé et on avait déjà fait un gros nettoyage de la nuit de tout ce qui s'était passé, mais il y avait encore des séquelles de la veille dans certaines pièces. C'est une des rares fois depuis que je travaille où tout le monde a participé. Parce qu'il y a des jeunes, ça arrive que le soir il y a du chahut dans les chambres, mais il y a des jeunes qui se disent « moi j'ai pas envie d'avoir de soucis ». Donc, mais là, tout le monde est sorti. Tous les jeunes sont sortis de leur chambre. Donc vous imaginez une vingtaine de jeunes un peu fou-furieux comme ça. Les 3 surveillants de la nuit, ils se sont dit hop, on va prendre de risques, appeler la police, faire ce qu'il faut. Les 2 instigateurs, eux, ont été emmenés par la police. Ils ont été interrogés par la police. Et nous, le lendemain, on a isolé les jeunes, chacun à un endroit différent. Donc pas de contact entre eux. Et on leur a demandé un récit par écrit de ce qui s'était passé. Et puis il y a ce jeu, entre guillemets, d'aller voir chaque jeune et leur dire, écoute, tu es en train de te mettre dans une situation pas possible, donc réfléchis vraiment à ce que tu vas mettre. Et quelque part, on sait qu'à ce moment-là, il va y avoir 2-3 jeunes qui vont automatiquement commencer à balancer des choses pour se protéger. Et donc après, on a toutes les différentes versions, il faut recoller un peu les morceaux et se dire, voilà, il s'est passé ça hier, on sait que c'est telle et telle personne qui ont été les instigateurs, et voilà. On doit faire des rapports pour chaque jeune. Donc vous imaginez, le lendemain, il y a une vingtaine de rapports qui doivent partir
chez les juges. Et le pire de tout, c'est que les 2 instigateurs n'ont pas été les plus punis des jeunes. Il y a des juges qui sont plus sévères, il y a des juges qui ont plus d'influence pour avoir une place qui se libère. Ils ont des petits... Sous le chapeau, ils sortent un lapin, hop, j'ai une place en milieu fermé, je le mets, alors que c'était peut-être pas les plus virulents des jeunes qui avaient commis ces faits-là, mais voilà. C'est la réalité, des fois des juges, voilà, ils sont plus sévères, ils disent là je ne laisse pas passer, ça part en centre fermé, alors que les 2 jeunes sont revenus ici, les 2 jeunes instigateurs. Ça aussi, ça fait partie du quotidien. Pour moi, c'est l'anecdote la plus négative de ma carrière. Ça sera, On peut être confronté quotidiennement à l'agressivité. Ça fait partie inhérente de notre métier. Mais c'est vrai que, comme il dit Dominique, les mouvements de foule ou le mécontentement en général, c'est particulier. Lorsqu'on gère un état de crise d'un jeune, c'est qu'on essaie de le protéger, de se protéger soi-même. Quand on gère cette situation-là, que le groupe est derrière en train de revendiquer quelque chose, là, on a plusieurs choses à gérer. Quand on vous téléphone avant votre service de 14h et qu'on dit, je pense à 2 collègues, qu'on dit il y a eu 2 incidents coup sur coup le matin. Voilà, là, je suis même arrivé plus tôt de mon travail. C'est ça qui fait la force d'une équipe, c'est cette solidarité. On m'a téléphoné vers 11h, midi et demi, je me suis dit, mais non, je vais aller voir s'il y a de l'aide nécessaire sur place, parce que ça suit les déclarations d'accident, ça suit les déclarations de la police. Quand il y a double agression sur éducateur le jour même, on sait qu'on travaille et on connaît face à ça. On doit avoir beaucoup de résilience. c'est un peu le quotidien même de nos voisins des autres IPPJ. Hein. Ouais. À Braine-le-Château, ils ont eu une section qui a été incendiée, ils ont eu une prise d'otage, je veux dire... On doit continuer à travailler. C'est là où je vous parlais de résilience. On doit continuer à travailler là-dessus. Éviter que ce soit le sujet quotidien. Ça forcément, ils apprécient de discuter de ça pendant des jours et des jours. Donc voilà, petit à petit. Et c'est ça que, comme disait Dominique, c'est que avec un peu de tact et un peu de dérision, on arrive aussi à cesser un peu ce genre de choses. Parce que si on rentre vraiment de manière autoritaire, t'arrêtes de parler de ça, sinon tu vas voir, c'est de l'escalade. Mais quand on aborde ça avec dérision et avec un peu de tact, Que de roublardise. ouais, roubardise, comme voilà, c'est qu'à un moment donné, on arrive vite à arrêter ce genre de choses et on passe à autre chose. Ça, je pense que c'est l'expérience qui fait ça aussi. Parce que quand on arrive, quand on est jeune éducateur, quand on vient en IPPJ, il y a cette étiquette, on se dit on va travailler dans un milieu très dur. Je pense que la plupart des gens, quand ils disent je travaille en IPPJ, les gens disent oh, ça ne doit pas être facile. Alors que je veux dire, une fois qu'on a trouvé ses marques, c'est un boulot comme un autre. Hein. Je veux dire, je ne m'énerve plus autant que dans mes premières années, parce que dans les premières années, on veut que tout soit parfait, tout soit... Et là, maintenant, on sait jauger le moment où il faut temporiser et le moment où il faut y aller, parce que là, ça risque de déborder, quoi. Sur une année, si on a 5-6 mises à isolement, c'est énorme. Alors que, voilà, au tout début, les mises à isolement, il y en avait quasiment une par jour, quoi. Je veux dire, c'était... Maintenant, on arrive beaucoup plus à détourner et à désamorcer des situations difficiles avant que ça n'explose. Et ça, c'est en termes d'incidents, mais on a aussi des situations familiales qui nous touchent. Qu'on se demande, mais comment on va pouvoir trouver une solution dans l'accompagnement, comment on va pouvoir aider ce jeune, quelles sont les perspectives. Et on a comme ça des jeunes qui sont à 1 an, 2 ans de placement et on est dans un cul-de-sac malgré qu'on essaie énormément de choses. Ça, c'est particulier. Comme il y a des situations de fugue, parce qu'on est tous soumis, ils sont tous soumis à la fugue, à la tentation de fugue. Nous, vous êtes rentrés facilement, je veux dire, nous ne sommes pas un centre fermé. Donc, et qu'est-ce qu'ils font durant cette fugue aussi? Compliqué n'est pas forcément des choses graves, mais il y a des situations qu'ils font, comment je veux dire, durant leur fugue, quand ils reviennent, de gré ou de force par la police. Je veux dire, ils ont comme une petite anecdote. Les deux, ils sont fiers de ce qu'ils ont fait durant leur fugue. Donc ça aussi, il faut qu'on gère le quotidien. Parce qu'il y a des jeunes qui respectent la mesure de placement, qui gèrent les frustrations, et il y a un jeune en face de lui qui pavane. Et c'est là où je vous parle de la société actuelle. Maintenant, il y a les réseaux sociaux.
Il y a différents moyens de communiquer à l'autre qu'est-ce qu'il a fait. Donc imaginez-vous quelqu'un qui rentre en week-end, qui est dans les clous, et il regarde Snapchat, Instagram, et voit son condisciple à faire certaines choses, en fugue ou pas en fugue, mais bon, voilà. Ça c'est compliqué, parce qu'il y a des choses en coulisses qu'on n'est pas dupe, on sait, et on travaille là-dessus, quoi. Ça c'est un peu plus compliqué aussi.